Bonjour à toutes et à tous, bonjour Yacine. Bonjour. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Yacine Gandhi, avec lequel on va pouvoir échanger sur le rôle de l'entreprise dans le parcours d'apprentissage du collaborateur. Et avant ça, une toute petite intro sur le webinar. Je suis très heureux du coup d'animer de nouveau le webinar Clara. Comme vous le savez, Clara, c'est un éditeur de logiciels RH. On travaille aujourd'hui pour des grands groupes français et internationaux comme Carrefour, Safran ou le groupe Renault sur des problématiques d'accompagnement de la montée en compétences des collaborateurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'animer mon 8e webinar. Je vous parlerai à la fin du 9e à venir à la fin juin. Et donc aujourd'hui avec Yacine Gandhi. Yacine, je te laisse te présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Yacine Gandhi, je suis directeur au sein de KPMG Advisory. Ouais. En plus particulier dans l'équipe qu'on appelle People Strategy and Transformation. Ouais. En gros, en fait, on accompagne tous les sujets qui ont attrait à l'accompagnement des collaborateurs en entreprise. Donc, Super. que ça soit l'accompagnement du changement sur des grandes transformations, des sujets RH et développement de compétences, entre autres, qui est en plus particulier ma spécialité. Et puis, on a un dernier sujet autour du développement des managers et des sujets de leadership. Génial. Ouais, et pour ma part, j'ai un parcours un peu, qui est du coup par rapport au sujet d'aujourd'hui un peu intéressant parce que j'ai un parcours qui a commencé dans le training. Ouais. En tout cas, j'ai commencé en tant que formateur ma carrière Ouais. pour évoluer dans le conseil sur des problématiques de transformation RH et de développement de compétences. Génial. En 2-3 mots, du coup, tes expériences précédentes, c'était plutôt dans des environnements de grandes organisations. En particulier, oui, Ouais. des grands groupes, même si dans ma carrière, j'ai pu accompagner des plus petits groupes, et pour un cabinet de conseil, ça peut parfois être perturbant, mais j'ai déjà accompagné des structures où il y a 25 personnes en France, et donc du coup, ça m'arrive aussi d'accompagner des toutes petites structures sur du sujet RH. Génial. Et la BU à laquelle tu appartiens chez KPMG, c'est combien de conseillers à peu près? Aujourd'hui, on est autour de 70-80 selon les mouvements de super. recrutement qu'on a en ce moment, spécialisés sur les 3 pratiques que j'ai dit plus tôt. Ok, génial. Merci beaucoup Yacine. Comme je le disais tout à l'heure, notre sujet du jour, l'apprentissage des collaborateurs dans l'entreprise et le rôle de l'entreprise dans le parcours d'apprentissage de ses collaborateurs. Pour démarrer cette interview, Yacine, je pense que c'est important et intéressant de définir un petit peu ce que l'on entend et ce que l'on attend de l'entreprise dans ce parcours d'apprentissage. Donc concrètement, est-ce que tu peux nous dire quel rôle doit jouer l'entreprise dans l'accompagnement de ses collaborateurs et dans l'apprentissage de ses collaborateurs? Déjà, je commence par une bonne nouvelle et merci d'utiliser le mot apprentissage. C'est Ouais. que déjà, en fait, la sémantique a son sens parce que beaucoup de personnes, enfin, c'est normal, on parle de formation. Ouais, La formation, il y a une logique un peu descendante. Ça veut dire l'entreprise, c'est vrai. en fait, fournit de la formation. Quand on parle d'apprentissage, il y a déjà un sujet d'engagement du collaborateur et qu'est-ce qu'on délivre au collaborateur. Donc déjà, en fait, c'est vrai, il faut parler de la notion d'apprentissage. Si je prends déjà un peu de recul, en réalité, l'entreprise est déjà un acteur de l'apprentissage. L'entreprise, aujourd'hui, délivre des formations, délivre des parcours d'apprentissage, et depuis toujours. Ça veut dire que l'entreprise a toujours eu comme rôle de faire apprendre. Il se trouve, et que ça soit sur des phases très amont, ça veut dire quand on recrute quelqu'un, il y a la prise de poste, que ça soit dans des milieux industriels ou des milieux un peu plus soft, mais aussi dans le maintien de l'employabilité dans la durée des collaborateurs. Le challenge qu'il y a aujourd'hui, il est pluriel. Le premier challenge qu'il y a, c'est que les produits, les services évoluent dans un rythme qui est plus rapide qu'avant. Oui. D'ailleurs, en fait, dans certaines entreprises, on parle d'ailleurs même de certains cycles qui accompagnent le développement de l'entreprise. On parle de PLM, Product Lifecycle Management, etc. Qui sont des éléments qui, du coup, orientent la stratégie de l'entreprise et fatalement aussi peut-être la formation. Donc, on a des produits et des services qui évoluent vite et donc, du coup, sur lesquels on a besoin que le collaborateur s'adapte en temps réel. C'est un peu exagéré de dire en temps réel, ou en tout cas, ça s'adapte en continu par rapport à ces évolutions de produits et de services. En réalité, même ce mécanisme-là existe déjà, c'est comme j'ai dit, en fait, c'est les rythmes qui évoluent. Et ces rythmes qui évoluent, aujourd'hui, et d'où le rôle important de l'entreprise, peuvent devenir un sujet, j'emploie le terme simplement, un sujet d'anxiété du collaborateur. Dernièrement, on a sorti un magazine autour de l'expérience collaborateur où on questionne justement les collaborateurs sur c'est quoi les sujets de satisfaction pour eux en entreprise. Et c'est intéressant d'avoir comme deuxième sujet de satisfaction après le salaire, qui est ma foi évident comme premier sujet de satisfaction dans une entreprise, le sujet
d'employabilité et de montée en compétences. C'est-à-dire les collaborateurs. Le deuxième sujet, qui est pour eux un sujet de satisfaction et du coup fatalement qui peut devenir un sujet d'anxiété, c'est comment je suis accompagné dans l'évolution de mes compétences, parce que le rythme auquel vont les transformations, le rythme auquel j'ai une exigence de réalisation de mon activité qui m'impose de nouvelles compétences ou qui impose de nouvelles compétences. Donc tout ça pour dire qu'il y a ce sujet de développement de compétences qui devient central et qui est un enjeu d'expérience collaborateur fondamental. Pour donner un exemple et pour appuyer le propos, Yacine, c'est très juste ce que tu dis. On travaille par exemple pour le groupe Renault. Le groupe Renault a un engagement qu'il a pris publiquement, donc je peux le partager à horizon 2030, qui n'est de fabriquer que des moteurs électriques. Donc de transformer l'ensemble de ses collaborateurs en usine. On parle de gens sur le terrain, qui utilisent des machines au quotidien, qui sont des gens qui font depuis 30 ou 40 ans des moteurs thermiques, diesel ou essence, vers uniquement de la production de moteurs électriques. Et ça, quand tu parlais de transformation de plus en plus rapide, de plus en plus profonde aussi, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça évolue vite, c'est des changements qui sont pas, au lieu d'utiliser tel truc, tu vas utiliser tel truc. Tu vois, c'est super. J'avais le même exemple en tête, sans penser à Renault, mais au shift qui existe en fait parfois dans certains métiers. J'emploie peut-être un mot un peu trop sachant. En fait, la linéarité de l'évolution de la compétence évolue entre quelqu'un qui évolue sur 30 ans de carrière en tant que mécano sur du maintien d'un moteur thermique, quand on passe sur de l'électrique, c'est plus la même chose. Absolument. Si certains ont des voitures, même aujourd'hui, avec une technologie un peu élaborée, quand on arrive aujourd'hui chez les garages, ils branchent la voiture à une machine qui dit c'est quoi les problèmes qu'il y a. C'est plus je la soulève, enfin ça existe encore. Bien sûr. En tout cas, en fait, c'est plus je la soulève et je regarde où est le problème. Et ce shift-là est très différent. Ça veut dire, en fait, l'activité telle que je l'opère est différente. Et c'est ces shifts-là, parfois, qui sont aussi stratégiques dans les rôles. Et on les a aussi dans les métiers de service. Bien sûr. Je prends un exemple aujourd'hui qui existe, par exemple, dans les métiers d'expertise comptable. Aujourd'hui, réglementairement, on a l'obligation d'avoir en digital ces preuves de facturation, etc. et de notes de frais. Absolument. Vous imaginez l'impact sur les experts comptables aujourd'hui qui gèrent du papier, aujourd'hui avoir des plateformes. Donc c'est un sujet de shift de compétences et un sujet qu'on va aborder après, qui est aussi un sujet volumique. Ça veut dire en fait parfois on a aussi un impact sur le nombre de collaborateurs que j'ai pour délivrer une activité au service d'autres choses. Absolument. Et dans l'exemple effectivement dont on parlait, par exemple dans l'automobile ou celui que j'évoquais pour Renault, quand tu as décidé de faire en sorte que tu n'allais plus faire de moteurs thermiques mais uniquement des moteurs électriques, c'est 80% de ta population en fait qui est impactée. Exactement. Sur lequel les métiers sont impactés, sur lequel les habitudes sont impactées, des gens que tu peux avoir depuis des dizaines d'années qui font exactement la même chose depuis ces dizaines d'années-là, et sur lequel je te rejoins aussi. Tu leur demandes de faire ça aujourd'hui, je suis même pas sûr que dans 10 ou 15 ans, c'est pas autre chose que tu leur demanderas de faire. Exactement, et c'est un très bon point qui ramène pas mal de sujets en fait qu'on va aborder au fur et à mesure. Le premier, il y a une statistique qui est sortie dans une étude IBM il y a 2-3 ans qui disait que 80% des compétences à horizon 2030, on les a pas aujourd'hui. Qui a été assez mal comprise par beaucoup. Elle est bien connue celle-ci, mais effectivement elle est interprétée à chaque fois. Exactement. En vrai, en fait, c'est un sujet de chiffre de compétences. Ça veut pas dire il y a besoin en volume de gens. Bien sûr. Fait, c'est le savoir des gens qui évolue dans la durée. Ça veut dire aujourd'hui, si je me prends comme exemple, 80% du savoir que je dois délivrer en 2030, je ne l'ai pas aujourd'hui. Ça veut dire, en fait, sur les 6-7 ans à venir, comment mon savoir évolue pour, à 2030, avoir le savoir que je dois délivrer. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire. Ça veut dire qu'il y a un sujet d'évolution du savoir qui est nécessaire de gérer. Pour ce point-là, je rajoute un deuxième point qui est essentiel dans ce qu'on est en train de dire. En fait, souvent, les savoirs aussi qu'on veut chercher, d'autres entreprises les cherchent. Si on prend aujourd'hui des sujets qui sont très, en tout cas dans le métier de service et dans l'IT, très à la mode, et même pas qu'à la mode, c'est nécessaire. Des sujets autour de la gestion de la donnée, des sujets autour de l'intelligence artificielle, des sujets autour de la cybersécurité, qui est un sujet de souveraineté pour des entreprises, mais aussi pour des États. C'est les mêmes ressources qu'on cherche. Absolument. À un moment, si tout le monde cherche les mêmes ressources sur le marché, ces ressources n'existent pas. Et ça engage encore plus l'entreprise au développement qu'elle propose en interne. Et à un moment, c'est pas juste, si j'ai pas les personnes qu'il faut, je vais les recruter. À un moment, mais les entreprises l'ont compris en réalité. Aujourd'hui, l'enjeu dans les entreprises, quand on parle de mots barbares qui sont l'upskilling, le reskilling, upskilling, à savoir monter les gens dans leurs compétences, reskilling, c'est de la reconversion, ça veut dire développer des gens sur des compétences ailleurs. Ça veut dire c'est non linéaire par rapport à ce que j'ai dit avant.
ces enjeux-là sont conjoncturels, sont pas structurels à l'entreprise. Et c'est l'autre sujet qui rend, du coup, si je reviens à la question de départ, qui rend l'enjeu du développement de compétences pour les entreprises stratégique. Absolument. À savoir, oui, en fait, j'ai un engagement vis-à-vis du collaborateur, mais conjoncturellement, si je le fais pas, je me retrouve à risque peut-être dans 5, 6, 7 ans, parce que j'ai pas les ressources pour faire. Et c'est pas le recrutement qui va me les trouver, parce qu'on va tous vouloir recruter les mêmes. Absolument. Et c'est déjà, c'est notre tension, ce qu'on appelle, c'est un anglicisme encore, ce qu'on appelle du shortage sur le marché, ça veut dire les ressources qu'on cherche, en fait on les cherche tous, donc comment je les trouve ailleurs, en les développant chez moi. Absolument. Et c'est à toute taille de boîte aussi. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu es accompagné différentes tailles de boîtes. Oui. C'est évidemment vrai dans des boîtes de 100 personnes comme des boîtes de 10 000 personnes. Tout à fait. Et c'est là où il y a le sujet expérience collaborateur et faire attention à ce qu'attend le collaborateur est un sujet qui peut venir jouer là-dessus, dans le mix qu'on va avoir du plan d'action RH et de propositions. Parce qu'une petite entreprise n'est pas forcément à moins valeur ajoutée qu'une grande. Bien sûr. En fait, les attentes de collaborateurs aujourd'hui sont plurielles. Il y a aujourd'hui des collaborateurs qui vont préférer en fait aller dans des petites structures et donc du coup le recrutement va être plus simple pour eux, donc il y aura peut-être moins un sujet de développement. Oui. Là où, quand on prend des grands groupes, il y a des sujets parfois de développement intrinsèque parce qu'en volume, ce qu'ils cherchent, je vais pas pouvoir recruter 3000 nouvelles ressources sur mon sujet. Et en plus, ce que je viens de dire là n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, c'est d'un point de vue social, c'est pas juste du plug and play de collaborateurs. C'est qu'en fait, j'ai une masse salariale. Qu'est-ce que je fais de la masse salariale que j'ai? Comment j'accompagne les collaborateurs que j'ai dans leur développement? La solution simpliste de dire tout se passe par le recrutement. En vrai, toutes les entreprises savent que c'est pas ça, et encore une fois, le sujet training est un sujet fondamental. C'est un sujet aussi, tu parlais du coup effectivement des difficultés de recrutement, du fait que les ressources soient rares sur une très grande partie des métiers aujourd'hui. J'en parlais encore dernièrement avec des métiers industriels. Et en l'occurrence, on voit aussi que ce sujet de l'apprentissage, c'est un outil de marque employeur. Pour nombre aussi d'entreprises. Je pense qu'il n'y a quasiment pas un espace carrière des grands groupes dont on parlait, où il n'y a pas la mention du nombre de collaborateurs qui sont formés chaque année, du pourcentage de la masse salariale qui est consacrée à l'apprentissage. Et je me rappelle même qu'on a commencé tous les deux à travailler, on me disait passe par là, comme ça tu vas apprendre. Passe par ces groupes-là, passe par ces milieux-là, passe par ces types de postes-là, comme ça je sais qu'après 3 ou 4 ans j'aurai appris beaucoup de choses. Donc en fait le biais qu'on avait de choix de notre première expérience, il était fortement lié à notre capacité d'apprentissage. Ce point est très intéressant à double titre. Il y a un sujet en fait purement social ou sociologique. Et là, je prends une casquette que j'ai pas dit, que j'ai un parcours en fait. En tout cas, j'ai commencé, je suis arrivé en fait dans les entreprises avec un parcours aussi sociologique. Ouais. Mettre en avant l'apprentissage, c'est dire aux collaborateurs que l'effort que je vais te demander, je vais t'accompagner pour le réaliser. Ouais. Et te former et t'accompagner avec de l'apprentissage, c'est t'aider dans le délivré de ton activité et t'es pas uniquement responsable, d'autant plus quand les sujets sont différents, quand le contenu que tu dois maîtriser est différent. Je donne un exemple et qui n'est pas du tout les grandes entreprises, même si je peux aussi le prendre. Quand on arrive sur un site industriel Renault, je ne connais pas les machines Renault. Bien sûr. Je connais pas la chaîne de montage, je connais pas la ligne sur laquelle je vais travailler. Donc, naturellement, Renault accompagne les gens dans leur montée en compétences pour déjà comprendre le poste de travail sur lequel ils vont faire. Absolument. C'est déjà un apprentissage au temps zéro. Absolument. Et ça, c'est l'effort que fait l'entreprise pour dire, oui, tu vas prendre un poste, mais je vais t'accompagner à le faire. Si je prends l'autre chaîne de valeur qui est plutôt service, etc., aujourd'hui, je cite trois marques pour qu'on ne tape pas dessus. Je prends des systèmes SAP, des systèmes Salesforce ou des systèmes Workday. Oui. Aujourd'hui, les collaborateurs ne connaissent pas forcément ces systèmes. Je peux être formé à la fonction RH, être recruté dans la fonction RH, je ne connais pas la solution qu'à l'entreprise. Donc pareil, en fait, me dire que je vais être formé, ça veut dire me dire, rassure-toi, nous on a Workday, ou on a SAP, ou on a Oracle, ou on a Talentsoft, mais tu vas être formé à utiliser la solution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important dans ce que tu dis, et qui est un sujet, et on va peut-être pas aller là-dessus, qui est un sujet peut-être qu'aujourd'hui, qui est un sujet d'ubérisation parfois de certaines fonctions. Je m'explique. C'est que on saute toujours en fait au recrutement de l'expert. Sauf que le recrutement du junior, et c'est un peu ce que tu as dit, le développer, c'est développer en interne ma ressource. Bien sûr. Et parfois, en fait, l'effort qu'on fait à recruter des personnes et les faire développer,
c'est prendre le temps de leur donner la culture d'entreprise, leur donner les outils qu'on a, etc. Et du coup, ce développement-là, ce temps-là est important. Et aujourd'hui, dans certaines entreprises qui peuvent être parfois regardées, en fait, parce qu'ils ont du temps long de formation, regardées pas de travers, mais en fait avec un peu de jugement, en réalité, ils ont des ressources qui sont plus compétentes, plus matures sur leur machine ou sur leur travail. Je donne un exemple d'une entreprise pour laquelle j'ai beaucoup intervenu, et c'est fascinant, EDF, sur des sites industriels ou nucléaires, ou sur des barrages, etc. Ou dans une filiale qui est Enedis, sur de la distribution. Le fait de prendre le temps dans le développement, eux, c'est ce qu'ils appellent en fait chez Enedis par exemple, monter au poteau. Ça veut dire aller réparer les câbles sur le poteau. Sur les centrales, c'est connaître les machines, comprendre les circuits, faire la maintenance du début, être accompagné par quelqu'un de plus ancien qui a peut-être construit la centrale, donc qui connaît l'histoire. Ces choses-là se développent aussi dans le temps. Et c'est aussi de l'apprentissage. C'est aussi une manière de, je vais venir développer un collaborateur. Et du coup, parfois, cet investissement de prendre quelqu'un au départ et le faire monter en compétences, c'est se donner aussi la chance d'avoir l'expert de demain. Complètement d'accord avec toi, Yacine. On en a un petit peu parlé, notamment dans ces parcours d'intégration que tu évoquais, parce que pour poser des mots effectivement sur un nouvel arrivant qui arrive sur une ligne de production, qui arrive sur un poste de travail, parce qu'on parle beaucoup là d'industrie, mais on peut parler effectivement, il y a des services, nous on le voit avec d'autres clients, Carrefour, Casino, Rakuten par exemple. Il y a des outils qui peuvent être mis en place par l'entreprise, il y a des solutions qui peuvent être proposées par l'entreprise pour pouvoir favoriser cet apprentissage dans ces parcours d'intégration-là. C'est quoi que tu vois généralement qui est mis en place? C'est des programmes, c'est des process, c'est des parcours, c'est des contenus. Qu'est-ce que tu vois comme initiatives qui sont poussées par les entreprises pour leur permettre de stimuler cet apprentissage en continu? Tu as déjà cité les choses qu'il faut retenir, donc du coup je vais juste paraphraser et donner du coup le fond de la réponse. Il y a 3 ou 4 sujets qui sont importants dans la formation. Le premier, c'est le contenu. Ça veut dire d'où vient le contenu. Le deuxième, et après je vais rentrer dans le détail. Le deuxième, c'est comment j'opère ce contenu. Ça veut dire comment je le mets à disposition ou comment je m'assure qu'il est acquis, etc. Et je prends l'exemple concrètement de Clara, par exemple. Et après, il y a des sujets qui peuvent être parallèles, qui sont des mesures, qui sont pas forcément des outils, mais qui sont liés à la manière dont j'organise le process de training, et il y a des process très normés de comment j'opère ma formation avec le cycle de vie RH, à quel moment de l'année je valide le budget, à quel moment je l'alloue à des types de formations, etc. Donc ça, c'est de l'organisation purement RH. Et il y a une dernière mesure qui peut paraître un peu bête, mais qui est de l'ordre presque de la conviction, qui est le temps alloué. Ça veut dire qu'en fait, je peux donner du contenu, je peux donner des outils, je peux avoir le process, mais si j'ai pas le temps pour faire, tout cela est posé sur table. Il y a un dernier sujet qui est un sujet de process, mais on va en parler un peu plus tard. C'est comment ce que je délivre comme contenu et comme outil répond aux besoins que j'ai. Parce que, ok, j'ai un outil, j'ai un catalogue de formation. Prendre un exemple très aujourd'hui courant en fait. J'ai ouvert la porte à LinkedIn Learning chez moi. Si un outil parmi d'autres, en tout cas une plateforme parmi d'autres, est-ce que les contenus que je vais voir là correspondent à ce que moi je veux délivrer? Absolument. Je reprends du coup de départ. En fait, sur les sujets du contenu, c'est pluriel aujourd'hui la manière dont se construisent les contenus. Quand je dis c'est pluriel, ça veut dire qu'il y a des contenus, ce que j'appelle des contenus standards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être formé à de l'agile, pour être formé à telle machine que j'ai achetée chez Thales ou chez Safran, en fait, ils vont me former à cette machine. Ça vient avec l'outil que je vais avoir. Bien sûr. Pareil pour du Workday, du SAP, du Talentsoft ou que sais-je. Donc, le contenu parfois vient de manière standard avec le produit ou le service que je j'ai. Le deuxième, ça vient aussi parfois de manière standard parce que, et on va en parler après, le sujet sur lequel j'ai besoin de faire développer en compétences les collaborateurs est normé sur le marché. Oui. Si je forme des gens à l'agile, exactement. Et donc du coup il y a un sujet de certification, c'est du contenu générique. Et après j'ai du contenu spécifique. Oui. Et parfois, aujourd'hui, je suis toujours à l'extérieur de l'entreprise, vient d'organismes de formation. Absolument. Qui sont sachants de ça. Parfois des écoles. Aujourd'hui, ça a toujours existé. Au début, c'était quelque chose d'élite, entre guillemets, des MBA, etc. On formait des managers. Mais aujourd'hui, du contenu technique. En fait, certaines écoles forment à des sujets très techniques pour les entreprises. Et du coup, je peux, quand je m'appelle Télécom Paris, avoir une collaboration avec ou Mines ou que sais-je, avoir une collaboration avec une entreprise et former ses collaborateurs à du contenu technique ou à d'ingénieurs. Une parenthèse, un exemple là-dessus, on parlait de Renault sur l'exemple que je donnais sur les moteurs thermiques. La formation en question
elle est certifiée aujourd'hui par un organisme de formation externe. Oui. Donc ça peut être effectivement le CNAM, ça peut être les mines, ça peut être autre chose, mais effectivement, ça tient même à cœur de l'entreprise de faire en sorte que la qualification de son collaborateur dans ce parcours d'apprentissage qui a été construit par l'entreprise, il ait une reconnaissance en fait, qu'il y ait un caractère certifiant en fait de cette formation. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce que tu dis là qui est importante, c'est l'aspect réglementaire de la formation, qui est un peu sous-jacent à ce que tu viens de dire, dans le sens où aujourd'hui la formation peut être financée dans un cadre réglementaire, avec aussi des enjeux parfois en fait Calliope, etc. Ça veut dire qu'il faut répondre à des exigences pour pouvoir être financé. Comment j'utilise le CPF des collaborateurs, etc. Donc c'est vrai, en fait il y a ce sujet de certification qui est nécessaire, qui est l'assurance que la formation est faite et donc du coup d'autres organismes peuvent le faire. Certaines entreprises font le pas plus loin. D'ailleurs, moi, dans mon cas, en fait, dans notre équipe, on a une certification Calliope, ça veut dire qu'on est certifié à délivrer de la formation, mais ça veut dire parce que c'est une exigence qui permet d'autres types de financement aussi de la formation. Bien sûr. Et sur le contenu, je reviens sur si je fais le step back, je reviens sur le sujet. En fait, le dernier sujet de délivrance du contenu, c'est le sujet de le contenu interne. Quand je suis propriétaire du produit ou du service, quand c'est moi qui ai développé la technologie, et c'est interne, à un moment, ceux qui savent former au sujet, c'est interne. On a une connaissance aujourd'hui en commune chez Safran, et donc du coup avec une académie interne qui délivre de la formation en interne, parce que qui mieux que Safran avec leur technologie, leur savoir, pour former évidemment les collègues Safran. Et c'est pas le métier des... Alors, il y a des super LMS sur le marché, aujourd'hui, qui trustent le marché, qui sont sans doute très utiles, qui proposent ces contenus génériques qu'on évoquait en amont. Mais effectivement, moi, ce que je dis souvent, par exemple, c'est que je pense que c'est pas le rôle d'un outil de venir expliquer à Safran comment on fabrique des moteurs d'hélicoptères ou d'avions. Sans doute pas. C'est bien le contraire. C'est à l'outil de s'adapter à la manière dont potentiellement il va pouvoir servir de support à engager les collaborateurs dans cette formation propriétaire de l'entreprise. Exactement. Et le pas, en fait, qui est même plus loin, du coup, dans ce qu'on se dit, qui est à peu près ce qu'on est en train de dire, mais qui est parallèle, c'est souvent dans les académies du coup d'entreprise. Je vais pas prononcer le mot, mais les académies, les universités, peu importe comment on les appelle. Parfois, on va former à des outils marché, mais en interne. Parce que l'usage qu'on en fait est différent, le process qu'on met dedans est différent. Donc, ok, j'ai telle ou telle solution ou tel produit marché, je peux former avec la notice, entre guillemets, mais non, je vais développer mon contenu interne parce qu'il est adapté à mon contexte interne. Donc, du coup, tout cela ramène à la première question de quand on parlait de l'engagement de l'entreprise. Il est au-delà parce qu'aujourd'hui, il y a les structures internes pour le faire. Rapidement sur les outils couvrent toute cette chaîne de valeur. Parce qu'en fait, il y a les outils de contenu, elles existent, il y a les contenus, les outils qui permettent juste de mettre le contenu, ça veut dire que je vais avoir l'outil et du coup je vais mettre le contenu que je veux, voire agréger dedans des contenus extérieurs. Il y a des solutions là-dedans sur le marché, il y a pléthore. Il y a des outils de façade sans mauvais jeu de mots, ça veut dire qu'ils sont agrégateurs. Je pense à Digrid par exemple, en fait, qui est la plateforme en fait qui va m'agréger tout le contenu et du coup je vais le voir par exemple. Digrid qui est pour tout le monde, pour partager effectivement, on en avertit, un nouveau LXP, donc une nouvelle génération de LMS qui promeut une capacité à pouvoir être force de proposition dans le contenu de la formation qui vont pousser vers les collaborateurs. Exactement. Et du coup je vais agréger mon contenu interne, ma plateforme interne, plus du Coursera, plus du LinkedIn, etc. Et je vais avoir une seule porte d'entrée pour le contenu de formation. J'ai des outils, j'en ai pas parlé, j'aurais même pu parler en avant, des outils qui sont pas de formation, mais des outils de prospective. Ça veut dire à quoi je dois former. Est-ce que mon catalogue de formation est aligné à mes compétences. Je pense à des gens comme NeoBrain, comme 365 Talents, etc. Qui donnent cette brique avant. Et bien sûr, il y a les SIRH classiques. En fait, j'en ai pas parlé parce que presque c'est une évidence, parce que eux, en fait, dedans, j'ai le catalogue. En fait, je peux lier en fait mon LMS là-dessus, je peux lier mes collaborateurs là-dessus, et je peux agréger tout ça dans mon SIRH qui, en plus, a la vertu d'avoir tout le process RH dedans, de validation d'un cycle d'un process de learning, d'un process de talent, et donc du coup, je peux créer des liens entre tout ça. Et du coup, j'ai un sujet, je finis par ça, mais parce que c'est pas parce que t'es devant moi, mais en fait, qu'il y ait des exemples comme des solutions comme Clara, qui va venir au-delà du contenu, d'accompagner sur le parcours de formation. Ça veut dire que, justement, pour avoir l'assurance que le parcours est suivi, à quel rythme il est suivi, d'animer des communautés, etc., de donner l'outil pour développer le collaborateur. Tout ce que j'ai dit avant, c'est un peu des sujets un peu mais à un moment il faut accompagner le collaborateur à faire, et c'est un sujet que tu connais mieux que moi, c'est que la perdition qu'il peut y avoir dans un parcours de développement est assez forte,
Et il faut accompagner le collaborateur à le faire. C'est ce qui parfois vient juste régir aussi le rituel de il faut que j'alloue du temps, il faut que je prenne le temps, je l'ai pas fait, etc. Et cette brique amont type ce que fait Clara est structurante. Et évidemment, alors c'est effectivement un sujet cœur, je suis évidemment très biaisé dans l'expression que je fais là, mais ce que j'aime bien rappeler là-dessus, c'est que c'est pas moi qui a expliqué à Safran, à Carrefour, à Renault, à Rakuten qu'il fallait faire cette animation, qu'il fallait suivre. C'est évidemment des choses qu'ils ont essayé de faire, souvent avec des outils non dédiés. Je pense que tu les as vus aussi, mais les Excel, les PDF, les livrets d'intégration format papier qu'il fallait compléter chaque semaine pour dire c'est bon, c'est pas bon, le manager qui confirmait ou pas. Donc c'est là-dessus évidemment qu'on accompagne nos clients. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une préoccupation qui est existante en fait, qui est quelque chose sur lequel ils ont conscience. C'est pas moi qui a expliqué à Safran comment on devait faire un parcours de tutorat. Ça fait 40 ans que Safran a mis en place un parcours de tutorat. Dans 40 ans, il y en aura encore un. J'espère toujours outillé par Clara, je peux pas le promettre, mais je le souhaite. Et en fait, c'est que c'est un sujet qui est suffisamment prégnant pour que ce soit une problématique qui ait déjà été abordée, en fait, par les gens. Je suis d'accord. Petit point sur ce sujet-là que tu dis. Je fais une parenthèse RH un peu plus large, qui est importante. Parce qu'on vient de citer plein d'outils. Et en général, quand on cite plein d'outils, et on le vit tous, en fait... souvent on nous dit pourquoi un autre et pourquoi je ferais pas ça ou j'ai déjà ça, etc. Et qui plus est, en fait il y a aujourd'hui des solutions collaborateurs d'interface, etc., de user experience, je pense à des qui sont sympas ou qui répondent à un autre service et qui peuvent venir en tangente. Bref, l'architecture RH peut être complexe. Il y a deux choses à avoir en tête de manière un peu apaisée, c'est que le premier, tous ces sujets-là, le terme barbare au sens technique, ils sont apaisables, ça veut dire qu'ils se connectent entre eux, ils se parlent entre eux avec des données où il y a en fait qui fluctuent entre eux, modulo l'assainissement qu'on peut avoir de données. La deuxième chose que je dis moi souvent, c'est qu'il faut parfois prendre le temps de poser son architecture aussi de tous les outils. En fait, parfois, il n'y a pas besoin d'un nouvel outil. Bien sûr. Si on est mature sur notre vision stratégique, c'est pas sur ça qu'il faut aller. Il faut aller sur là où j'ai pas. Si ma solution peut déjà être intégrée dans mon SIRH, ok, du coup, c'est comment je l'organise et je le fais dans le SIRH. Et parfois, je pense, sur ces sujets d'outillage en général, il faut prendre le temps aussi de poser la vision globale et dire où est-ce que j'investis. Et c'est une vision un peu amont au-delà des solutions, elles sont toutes vertueuses. Mais je pense que c'est là où il y a aussi un rôle de l'entreprise, c'est de ne pas être tant dirigé par l'innovation, mais dirigé par son besoin. Absolument. Et le besoin implique une innovation. Peut-être, et du coup je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit vis-à-vis de Clara, peut-être que Clara c'est pas le sujet, parce que le sujet c'est que notre référentiel d'emploi et de compétences n'est pas bon. Et donc du coup il faut commencer par là, et Clara peut-être c'est un sujet après. Et parfois en fait il faut aussi prendre ce temps de dire de quelle solution j'ai concrètement par rapport à mon besoin. Je vais essayer de fusionner les dernières questions, notamment les deux dernières que j'avais, pour essayer de respecter le temps qu'on s'est donné. Je le précise aussi à tous les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit Yacine, que ce soit moi. On a pu faire potentiellement des biais qui faisaient que c'était pas très clair, par exemple. Donc si vous avez besoin qu'on précise des choses, si vous avez des questions assez pratico-pratiques aussi sur certains sujets que l'on a évoqués, des conseils qu'on peut vous donner là-dessus, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à poser des questions et je les prends dans 5 minutes. La dernière question qui est ma question préférée souvent sur ces sujets-là, parce que je viens pas de l'univers RH, quand tu parlais de ton background sociologique, j'ai pas un background RH, j'ai pas un background de formation, ça m'a obligé à monter en compétence moi-même sur tous ces sujets-là. À l'inverse, j'ai le sentiment que ça peut donner un regard neuf parfois sur les sujets. Moi je dis souvent que je travaille pas tellement pour les équipes RH, pour les équipes formation, pour les équipes L&D, mais que je travaille pour les clients de mes clients. Qu'in fine, mes vrais clients, c'est les collaborateurs qui apprennent, ce sont les managers qui sont censés s'impliquer dans les parcours d'apprentissage de ces collaborateurs. Parce que ce que je sais, c'est que si eux, ils sont satisfaits, in fine, mes clients seront satisfaits. Alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que je peux avoir des équipes formation, Clara, c'est génial. Si j'ai aucun collaborateur, si j'ai aucun manager qui utilise Clara, c'est nul, en fait. Ça ne marche pas. Parce que c'est eux nos vrais clients, c'est eux nos vrais utilisateurs. Et donc là-dedans, dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'alors, dans tous ces parcours-là, dans toutes ces innovations-là qui peuvent être mis en place par l'entreprise pour développer les gens, c'est quoi le rôle du manager ? C'est quoi le rôle que doit jouer du coup ces collaborateurs de proximité du collaborateur apprenant ? Je dis manager, ça peut être les formateurs, ça peut être des tuteurs par exemple. Dans ces parcours-là, pour essayer d'être aussi le relais en fait de toute cette politique. Oui. Déjà, en réalité, le manager a 3 sujets dans sa palette qui sont en fait essentiels et qui drive le sujet de formation, qui sont structurants pour la formation.
Le premier, c'est celui qui a la vision de l'enjeu de demain. Ouais. C'est pas le RH. Ouais, C'est-à-dire de quoi j'ai besoin demain, c'est lui. Donc le contenu de vers où je dois aller, c'est lui qui en est propriétaire. Absolument. Le deuxième, c'est celui qui est le développeur du collaborateur. Ça veut dire que la personne à former, elle est aussi chez lui, elle n'est pas chez le RH. Ouais. Donc du coup, c'est à lui, entre guillemets, de capter ça, parce qu'en fait, il a le rôle du manager, la vision de vers où le collaborateur doit aller. Et je rajoute une sous-jacente là-dessus, c'est lui qui a d'une certaine mesure la maîtrise du temps du collaborateur. Absolument. Ça veut dire c'est lui qui peut dire, en fait, oui, tu peux allouer du temps, au-delà de toute vision entreprise, ça veut dire qu'il faut allouer tant ou tant de temps à la formation, c'est lui qui, in fine, prend sur le temps de production pour dire au collaborateur, tu peux être formé. Le RH n'est que facilitateur et partenaire, au sens vraiment partenaire. Le RH connaît le process, connaît les enjeux réglementaires, connaît les solutions, connaît les sujets de pédagogie, connaît un écosystème avec lequel on peut en fait créer les bonnes solutions pour le manager, oui. etc. Oui. Donc le collaborateur est là, enfin le RH pardon est là pour accompagner un manager, oui. pour lui donner en fait les solutions nécessaires pour avancer dans le développement des collaborateurs ou parfois même très amont à l'aider à mieux structurer son impact demain. Un exemple concret. Ok, j'ai une vision de l'impact demain, mais sur quel référentiel d'emploi et de compétences je le fais? Donc si les RH ne travaillent pas sur ce sujet de référentiel d'emploi et de compétences, c'est compliqué d'allier des enjeux stratégiques à des métiers et donc du coup demain à des parcours de développement, etc. Complètement d'accord. Donc le rôle du manager, c'est celui-là. Je distingue deux catégories de managers. Il y a un sujet, même si parfois ils peuvent être les mêmes, mais en tout cas en termes de rôle. Oui. Il y a un sujet en fait de leadership. Le leadership doit avoir la conviction que la formation est importante, doit être sponsor du sujet par la suite, absolument. Et doit accepter l'idée que ce temps-là et cet investissement et cette charge-là n'est pas justement une charge et un investissement. Et donc du coup, en fait, savoir allouer les budgets et savoir que ces budgets-là, c'est un sujet de développement à long terme et qui est même un sujet, je pense, à mon sens, moi, qui est un sujet de maîtrise sociale de son entreprise. Quand je dis maîtrise sociale, c'est quoi? C'est ne pas développer des collaborateurs dans la durée et avoir cette vision stratégique. Ouais. C'est parfois, en fait, gérer des problématiques sociales plus fortes. Ne serait-ce que parfois des sujets de pyramide d'âge à gérer qu'on n'a pas vu très en amont et qu'on a recruté sur un métier ou qu'on n'a pas recruté sur un métier sur lequel on a des départs en retraite, ou inversement, on a beaucoup recruté sur un métier où on aurait pu développer les collaborateurs. Donc, il doit être aussi convaincu que cet investissement-là de développement permet de gérer de manière beaucoup plus systémique les sujets. L'opérationnel fait les 3 points que j'ai dit avant, ça veut dire en fait, il identifie avec le collaborateur où est-ce qu'il doit aller, il accompagne les collaborateurs à ce développement-là, le RH est là pour faciliter et aider à faire. C'est très clair. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que en surbrillance aussi, dans ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu as raison, pour la majorité des managers, c'est un pain, en fait, c'est quelque chose qui est coûteux pour les managers de laisser potentiellement le collaborateur pendant une semaine, pendant 2 semaines aller se former et donc ne pas travailler sur les missions pour lesquelles il aimerait qu'il travaille. Oui. Et essentiellement parce qu'ils sont pas engagés, comme tu le dis, ils sont pas intégrés. Et peut-être pour 2 raisons. Et c'est pas pour stigmatiser les managers, au contraire. Aujourd'hui, le manager, en fait, est pivot dans l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, le manager, d'abord, ce qu'on lui demande, c'est surtout une production, une capacité à produire ou sur une chaîne ou dans une équipe de service. En fait, ce qu'on lui demande de produire et de faire de la rentabilité, de la performance. Ouais. Donc du coup, on lui rajoute un challenge supplémentaire qui est aussi, il faut que tu développes les collaborateurs, que tu puisses le faire. Donc déjà, ça, c'est un premier sujet sur qu'est-ce qu'on attend du manager. Et être clair sur ce qu'on attend et être objectif et sain dans la manière dont on pilote ça. Ça veut dire, si on se dit en fait que le manager, une partie de sa performance, c'est aussi développer les collaborateurs, il ne faut pas arriver à la fin de l'année où lui dire c'est quoi ton chiffre d'affaires. Il faut aussi se dire, ok, tu as participé au développement de X collaborateurs et il y a des sujets de rétention dans son équipe. On voit apparaître, heureusement, dans des variables. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, le sujet du rôle managérial est là-dedans. Il y a un autre sujet qui est, je pense, aussi l'effort qu'on doit faire vis-à-vis du manager. Ouais. Il y a un grand biais aujourd'hui dans le passage au grade du manager. Souvent, le métier du manager, on le donne à des gens qui sont experts de leur sujet. Absolument. Et on leur donne un rôle dans lequel ils n'ont pas forcément les compétences. Parce que être leader d'une équipe, c'est une compétence. Absolument. Développer du leadership de collaborateurs est une compétence. Le meilleur commercial qui devient directeur commercial alors qu'il n'a jamais managé personne. Exactement. Ouais. Et encore une fois, c'est pas un jugement vis-à-vis du manager, mais comme on a parlé de l'effort à accompagner des collaborateurs dans un métier, il faut l'effort d'accompagner le manager
dans son métier de manager et pas de gestionnaire d'activité. Ou en plus en tout cas. Et cet effort-là doit aussi se faire. C'est quoi l'effort qu'on fait pour rendre ces managers leaders ? Et pour moi, le leader est ordinaire. À partir du moment où j'ai une personne à gérer, j'ai un devoir de leadership vis-à-vis d'une personne. En fait, le talent n'est pas que un pool de talents ou une population, on va dire, de top managers. C'est tout manager qui pilote un collaborateur a un rôle important et du coup, il faut l'accompagner dans sa prise de poste. Ce qui est parfois aussi le biais, à ne serait-ce que identifier avec un collaborateur c'est quoi ses besoins, comment je le ramène vers un parcours qui l'intéresse, comment j'identifie qui veut pas faire et accompagner aussi les volontés de collaborateurs parce que c'est nécessaire d'un point de vue expérience. Mais il faut que les managers puissent le faire et sachent le faire. Et ce rôle-là est stratégique. Et en tout cas, cet accompagnement-là, est stratégique. Je vais commencer à prendre les questions et n'hésitez pas, pour ceux qui n'en ont pas encore posé, une première question, Yacine. Et on nous félicite, on nous dit que c'est exactement cela sur les différents points qu'on a pu évoquer. Dans vos expériences respectives, quels ont été les éléments déclencheurs de la mise en place de ces parcours d'apprentissage et des solutions de suivi des formations ? Tu parlais tout à l'heure, par exemple, des logiques de transformation, donc j'imagine que c'est quelque chose qui peut venir du marché, en fait, d'un besoin structurel qui fait que tu dois réaliser ces transformations, tu dois construire ces parcours d'apprentissage. Il y a peut-être d'autres choses qui sont plus intrinsèques aussi aux histoires des boîtes. Oui, tout à fait. Et je vais peut-être utiliser des mots encore une fois savants. Tout part d'un besoin. Ouais. Et en fait, il y a deux manières de voir le besoin. En fait, où il y a une vision réactive du besoin, ça veut dire le besoin est tout de suite, et donc du coup comment je développe tout de suite, où il y a une vision prospective du besoin. Et en fait, c'est aussi, les entreprises, en fait, sont un peu toujours entre les deux. Parfois, il y a un besoin... Et pas la même maturité là-dessus. Et pas la même maturité. Aujourd'hui, tout le monde... En fait, là, aujourd'hui, c'est une évidence qu'on soit sur Zoom, ou sur Teams, ou sur autre chose. Quand on était en période de Covid, certains étaient très matures là-dessus. C'était un non-sujet de partir chez soi et travailler quand on pouvait télétravailler. Absolument. D'autres, c'était plus complexe, il fallait le faire en réactif. Donc, le besoin, de toute façon, déclenche. En réalité... Et pour être tout à fait honnête, je pense que l'essentiel est prospectif. Ouais. Aujourd'hui, à l'instant T, plus ou moins tout le monde délivre son activité, tous les collaborateurs sont satisfaits dans leur délivré d'activité. Statistiquement, c'est le cas. Le besoin, il est plutôt sur le moyen et long terme. Ça veut dire, en fait, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui drive ces sujets-là ? C'est plutôt de la prospective. Et c'est sur ça qu'il faut s'armer aujourd'hui. C'est sur cette prospective. C'est comment je sais de plus ou moins manière mature où est-ce que je vais dans 5-6 ans, enfin c'est beaucoup 5-6 ans, 3-4 ans c'est déjà pas mal, ouais. Et comment je crée des parcours de développement qui sont dans cette lignée-là en y allouant du temps. Et c'est cet enjeu-là qui est stratégique, du coup ce sujet que certains appellent du strategic workforce planning, oui. Moi je l'appelle juste en fait simplement gérer le cycle de vie d'une compétence, en fait c'est se dire elle va disparaître, une elle va apparaître et comment je gère aussi mon cycle de vie de compétences. Et donc du coup ça c'est l'enjeu prospectif qui pour moi est stratégique. Et du coup, dans mes expériences personnelles, dans tous les cas, dans tout cas en fait que j'ai accompagné, c'est beaucoup ces sujets prospectifs, ouais. Dans des groupes d'assurance, dans des groupes de services, dans des groupes de retail, sans citer de nom. Et parfois, en fait, sur ce sujet-là d'accompagnement, il y a aussi en fait un besoin, et c'est là où je reviens sur du Clara. En fait, il y a parfois besoin de la mise en œuvre opérationnelle. Et ça, parfois, le sujet prospectif marche. Il y a aussi un sujet qu'on néglige souvent, c'est la mise en œuvre opérationnelle. C'est bien beau, exactement. C'est bien beau que moi je dise, en fait, voilà le plan d'action RH, voilà le parcours de développement. À un moment, si j'ai pas, exactement. Si personne ne le fait, ça marche pas quand même et ça reste juste une slide. Donc du coup, aussi il y a un sujet aussi de mise en œuvre opérationnelle. Super. Je vais prendre une seconde question et après je clôturerai ce très sympa webinaire. Comment accompagnez-vous vos clients à identifier ces besoins de formation ? T'évoquais tout à l'heure notamment des outils qui permettent de faire ce travail en amont, d'identification des compétences pour les compétences de demain. Oui. Comment tu les aides ? Aujourd'hui, si je structure ce sujet-là, en fait, cette vision de ce qu'on appelle, en fait, on utilise deux mots en fait pour faire ça. En fait, on dit c'est quoi la demande ? C'est quoi ma demande demain ? Et la demande part de 3 ou 4 phrases très génériques. Okay. En tant que je reviens sur les leaders. Ça veut dire, c'est quoi ma vision stratégique ? Ma vision stratégique, c'est j'ai besoin de plus de proximité client. J'ai besoin que mes collaborateurs soient plus drivés par la data. J'ai besoin d'intégrer telle ou telle norme réglementaire. J'ai besoin de passer du thermique à du full électrique sur horizon 5 ans. Une fois que j'ai donné ces enjeux stratégiques, je mets en face, et quand je dis je mets en face, c'est ce qu'on fait littéralement dans des workshops. Bien sûr. Mon référentiel d'emploi et compétences, je dis mais ces drivers-là,
il touche qui là-dedans? Et on commence au fur et à mesure affiner. Lui, c'est essentiellement les sujets de la data. Le thermique, ça va toucher surtout mes mécanos, la donnée, un peu parce qu'ils vont devoir sortir des reportings, mais pas trop. Donc on va commencer à lier la vision stratégique, ces enjeux stratégiques, à un référentiel d'emploi et de compétences. Une fois qu'on a fait ça, on regarde le Aziz, ce qu'on appelle, c'est quoi mon offre aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui ma masse salariale. Sur ces métiers dont je parle, aujourd'hui, je suis déjà en surplus, ou sur cela, je suis déjà en shortage, ou les compétences que j'attends d'eux, dans ce que j'ai dit comme enjeu, en vrai, ils les ont pas. Et à partir de là, on commence à affiner en croisant la vision de l'existant du Aziz avec la demande, on commence à voir les écarts, métier par métier. Super. Et du coup, cet écart-là, c'est à partir de ça, on va construire des plans de formation. Et la réponse à la question après, elle est relativement simple, c'est en fait, une fois qu'on a ces besoins-là, la première chose qu'on fait en général, c'est prendre le catalogue de formation de l'entreprise et regarder, mais est-ce que par rapport aux besoins qu'on a identifiés, est-ce que dans le catalogue, j'ai de quoi faire ou il faut que je construise de nouveaux contenus? Complètement d'accord. Merci beaucoup Yacine pour tout ton temps. Il y a une dernière question, mais je suis désolé, on n'aura pas le temps de la prendre. Je voulais le rappeler, on aura un prochain webinaire le 29 juin à 11h15 avec Florent Grison-Verrier, que je suis très heureux de recevoir, qui est Global Head of Digital Learning et Innovation chez MBDA, avec lequel on va discuter d'un sujet passionnant autour des contenus de e-learning. Donc je vous invite tous évidemment à nous rejoindre pour ce prochain webinaire. Yacine, il me reste plus qu'à te remercier. Merci beaucoup, c'était super intéressant, c'était super agréable. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu à Station F aussi, ça me fait plaisir de te voir pour la première fois. Et je rappelle que aussi, je remercie toutes les équipes qui sont derrière. Je pense à Paloma et Paul par exemple, qui ont organisé tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Très bonne fin de journée.